Découvrons ensemble le milieu associatif de notre Grand Sud avec les animateurs de Fréquence Évasion. Attention, restez en notre compagnie, c'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. La planète, les animaux et les hommes craignent pour leur santé et leur avenir. Dans quelques instants, nous allons ouvrir un nouveau dossier protection de l'environnement. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes à Toulouse, en Midi-Pyrénées, et nous sommes en compagnie de Monsieur Desmeules, avec qui nous allons parler d'un sujet qui nous préoccupe tous, sur la protection animale, c'est le sujet de la vivisection. Monsieur Desmeules, bonjour. Oui, bonjour. Je suis effectivement en charge de la Ligue française contre la vivisection, qui est une association qui a été créée en 1956, par Jean Duranton de Magny, par un groupe de protecteurs d'animaux au sens ancien du terme, à savoir la protection rapprochée des animaux maltraités, subissant des cruautés ou abandonnés. Et nous allons le voir au cours du développement, peu à peu, cette compassion et cet intérêt s'est étendu à d'autres domaines de cruauté que sont, si vous voulez, la torture expérimentale dans le domaine de la recherche. Alors si vous le voulez bien, Monsieur Desmeules, nous allons parler de chiffres, hélas des chiffres vraiment accablants. Combien d'animaux souffrent actuellement de ce genre d'expérience ? On estime que dans le monde, le génocide animal atteint 800 à 1000 animaux par minute. Donc ce sont des pyramides de suppliciés et de cadavres. L'Union européenne se situerait à 12 animaux à la minute, jour et nuit. La difficulté est qu'un certain nombre de pays sont inaccessibles, comme la Russie, la Chine ou le Japon, pratiquement, qu'une partie des États américains n'ont pas de statistiques qui remontent à l'État fédéral, et qu'il n'y a qu'en Europe qu'il y a eu quand même un effort de fait au niveau statistique, mais que compte tenu du fait que ces statistiques d'expérimentation ne sont pas recoupées par les approvisionnements des élevages et des importations, on ne peut pas non plus leur accorder une crédibilité maximale. Comment les personnes qui exercent de telles tortures sur les animaux la justifient-elles ? Il y a d'abord, si vous voulez, l'inertie acquise. À l'époque de tortionnaires comme Mengele, Claude Bernard, qui étaient des détraqués mentaux d'ailleurs, au dire d'ailleurs de leur famille, puisque Claude Bernard faisait cuire des chiens vivants dans son four, et que sa femme et sa fille devenaient folles. Ces gens-là, d'ailleurs, on prête à Claude Bernard la phrase suivante, je ne peux pas la confirmer, mais j'ai les mains pleines de sang et vides de résultats. Alors il est bien évident que tous les expérimentateurs ne sont ni des Mengele, ni des... C'est pas Mengele que je voulais dire. Non, mais il y a eu un autre vivisecteur célèbre qui a été aussi Magendie, excusez-moi. Bon, qui ont fait donc des choses absolument abominables. Alors on va nous rétorquer que la science actuelle, n'est-ce pas, ne fait pas ça. C'est pas tout à fait vrai, parce que on le verra dans le détail. Vous avez un certain nombre de procédures, en particulier sur les primates, qui sont des procédures même utilisées pour la mise au point d'armes ou de méthodes de destruction, tant chimiques, biologiques que psychologiques, qui relèvent de procédés tout à fait nazis, et qui sont d'une abomination extrême. Voilà. Alors, le problème des statistiques, on l'a vu, est assez mal connu, et j'insiste à nouveau sur le fait que les pouvoirs publics, tant français qu'européens, se refusent à publier ce que j'appelle les inputs, c'est-à-dire on ne peut pas recouper les utilisations par les fournitures. Donc les statistiques sont sujettes, si vous voulez, à caution. Alors sur quel modèle d'expérimentation scientifique se sert-on justement des animaux par ces expériences ? Alors un des plus gros secteurs, c'est celui de la toxicologie. Je crois qu'en Europe, nous utilisons environ 100 000 molécules. 100 000 molécules, ça ne veut pas dire 100 000 produits. 100 000 molécules, ce sont des milliards de combinaisons possibles. À une certaine époque, l'absence de méthodes scientifiques fiables faisait qu'on confiait les tests de toxicité sur des animaux. Or, il est démontré scientifiquement qu'il est totalement impossible de prétendre qu'une espèce
puisse être le modèle biologique d'une autre. Et les enfants comprennent ça très bien, les adultes pas trop. C'est-à-dire, est-ce que la souris peut être le modèle biologique du chat ? La réponse est évidente, les gamins me disent mais non. Est-ce que le chien est le modèle du singe ? Est-ce que le singe est le modèle du porc ? Est-ce que le porc est le modèle du cobaye ? Ça n'a pas de sens. Ce qui veut dire que chaque espèce animale a sa propre carte génétique, comme l'être humain a la sienne. Alors c'est vrai qu'il y a parfois des passages, si vous voulez, de barrières d'espèces, mais c'est plutôt dû à des manipulations génétiques. Et il faut rappeler que lorsqu'il s'agit de virus qui franchissent les barrières d'espèces, les virus ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des molécules complexes, intelligentes, on pourrait presque dire, mais ce ne sont pas des bactéries. Donc pour revenir à notre objet, il y a donc la toxicologie qui absorbe une quantité absolument phénoménale d'animaux. Mais ce n'est pas innocent. Les scientifiques qui font cela savent parfaitement qu'ils fraudent. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que les résultats obtenus sur les animaux ne sont pas transposables à l'humain. Et nous affirmons, avec des scientifiques, que les modèles animaux ont pour effet, dans le meilleur des cas, ou pour but, dans le pire, de blanchir les toxiques. Les scientifiques avec lesquels nous travaillons au niveau européen et mondial, affirment que si l'on retestait ce que veut faire l'Union européenne, et on va y venir peut-être, si on retestait ces 100 000 molécules, disons sujettes à caution, douteuses, dans l'Union européenne, il faudrait probablement en interdire plus de la moitié comme étant toxiques sur le court, moyen et long terme, et les interdire de fabrication. Rien ne sert d'interdire l'usage si on les sort des usines. Et que maintenant on a la possibilité de faire ce travail de détection de toxicité sur des cultures cellulaires humaines, des cultures de tissus et d'organes. Concernant l'Europe, on ne peut pas dire que ce soit vraiment une priorité. Mais l'Europe a mis l'euro d'abord, avant toute chose. Et il fallait d'abord faire une Europe sociale et politique, car lorsqu'on parle d'Europe, personne ne parle de la même chose. On ne sait pas si c'est une Europe fédérale, une Europe des nations, une Europe supranationale, une Europe des régions, etc. On n'en sait rien du tout. Donc effectivement, et ça n'est. Alors il faut quand même reconnaître une chose, c'est que il y a eu une directive très très importante, une directive européenne. Je crois que c'est la 86-609 qui a initié, en particulier par transposition nationale, le fameux décret 87-848 qui, dans son article 1er, institue la nécessité de remplacer les animaux chaque fois que c'est possible. C'est l'article 1er qui est fondamental. Et c'est une disposition pénale. Ça veut dire qu'actuellement, on pourrait poursuivre au pénal tous les chercheurs qui utilisent des animaux lorsqu'il y a une méthode de substitution qui existe. Il y a combien de méthodes ? Quelles sont vraiment ces méthodes ? Il y en a 1000. Alors, les meilleures méthodes qui existent, ce sont d'abord les méthodes physico-chimiques, avec un arsenal actuellement absolument extraordinaire, aussi bien sur la toxicité des produits que sur l'exploration du vivant, du cerveau, de la circulation. Actuellement, vous avez des images en 3D qui font qu'on va suivre une substance dans tel lobe cérébral, savoir ce qui se passe quand il y a une émotion, un choc, une concentration, au contraire un état de sommeil. Donc le fait de rechercher des explications du cerveau humain chez la souris, le chien ou le chat, c'est d'une aberration totale. Mais en toxicologie, c'est pour couvrir les multinationales de la chimie et de la pharmacie. Alors l'animal est torturé, exploité par les laboratoires qui font des expériences justement pour les cosmétiques. D'ailleurs, on avait fait une émission avec Stéphane Lamarck qui a une association à Paris et qui pour la défense des droits des animaux, évidemment. Et il nous disait qu'il y avait des tests qui étaient faits sur des lapins, des tests de shampoing pour voir si le shampoing n'agressait pas la peau, etc., etc. Oui, alors il y a une série de, effectivement le lapin, le rat, mais surtout le lapin est la victime, si vous voulez, privilégiée des labos de cosmétiques par des tests oculaires d'abord, c'est-à-dire que c'est un ensemble de tests de Dresse qui date depuis d'un demi-siècle et qui est en train naturellement d'être abandonné parce qu'il est absolument pas fiable. Donc brûlure des yeux par des produits qu'on teste, brûlure de la peau, et aussi mort par ingestion.
C'est-à-dire que on oblige le lapin, si vous voulez, à avaler des produits comme des shampoings, des détergents et un certain nombre de produits toxiques ou corrosifs. Alors, ceci a été très, très critiqué. En principe, l'OCDE a supprimé la dose létale qui consistait, si vous voulez, à tuer les animaux. C'est-à-dire que à tuer 50%, on augmentait les doses de chaque produit jusqu'à provoquer la mort de 50% du lot. Et ce qui est paradoxal, c'est que moins le produit était toxique, plus l'agonie était longue. Et ça pouvait durer des semaines. Et alors c'est totalement idiot, naturellement, parce que d'abord, ni le lapin, ni le rat, ni le singe, ni le chien ne réagissent, si vous voulez, comme les tissus humains. Et je répète qu'il s'agit de protéger ces industries en leur fournissant un parapluie légal, c'est-à-dire que si un pépin, nous avons fait les tests. Et actuellement, on ne connaît pas, il n'y a pas, si vous voulez, d'autorité morale et scientifique qui ait accès aux médias pour dire arrêtons ces tests, ils n'ont aucun sens. Alors nous en parlions avec ProAnimal il n'y a pas longtemps sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots des tests HIV qui sont réalisés sur les primates ? Alors le professeur Rez de ProAnimal, avec lequel nous travaillons de façon très, 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 très conjointe, a expliqué que le sang contaminé que l'Institut Pasteur a laissé passer avait été donc testé sur des chimpanzés. Or le chimpanzé est totalement réfractaire au sida humain. Et c'est bien compréhensible. Toutes les réactions biologiques se font au niveau cellulaire. Et la cellule du chimpanzé n'est pas celle de l'homme. Chaque cellule est différente. Vous avez même des différences cellulaires entre une souris d'une lignée et une lignée d'une autre. Et une souris d'une autre lignée. Mais pour revenir à votre question de la directive européenne sur l'interdiction des tests cosmétiques sur animaux, c'est un excellent exemple pour montrer que le problème est bloqué par une mafia internationale, dont on parlera si vous le souhaitez, pour permettre justement de blanchir les toxiques. La directive cosmétique est sortie, je crois, en 1976. C'est le Parlement européen. Donc il y a déjà plus de 2 générations. Elle a été bloquée d'abord par les différentes commissions de Bruxelles. Ensuite, lorsque les commissions ont été remises à leur place par le Parlement, surtout à la suite des scandales de la vache folle, à ce moment-là, ce sont les conseils des ministres qui ont empêché que la directive soit adoptée et transcrite en droit national. Et en ce qui nous concerne, on nous a dit au Parlement européen que le but était de protéger les très grandes firmes françaises, si vous voulez, donc de les priver d'une fausse expérimentation qui leur permet de mettre le produit sur le marché. Produit qui n'est pas soumis à l'AMM, ça n'est pas un médicament, mais tout de même qui doit donner des garanties. Donc si demain on repassait sur des tests scientifiques sérieux, un certain nombre de produits cosmétiques qui ne sont pas, ce ne sont pas des produits banaux. Nous avons vu une série de tests faits en Grande-Bretagne où même la fertilité masculine et féminine est mise en cause par certains produits cosmétiques. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne veut retester 100 000 molécules. Alors vous nous parliez de mafia il y a quelques instants, nous en savons quelque chose puisque nous avons réalisé des émissions avec des associations anti-corrida qui nous parlaient justement de cette mafia taurine qui remonte très haut puisqu'elle remonte jusqu'à l'Élysée, jusqu'à Bruxelles. Alors cette mafia justement concernant les expérimentations animales, que peut-on en dire aujourd'hui? Comment elle s'organise? Si vous voulez, le mouvement si vous voulez, qui soutient envers et contre tout, au bénéfice des multinationales et des banques, c'est la World Medical Association, dont la première filiale est l'American Medical Association, l'AMA, et dont les prolongements européens sont EBRA et FELLASA. C'est tout à fait officiel, puisque ils sont là, disent-ils, pour défendre le principe. Il faut aussi ajouter que c'est tellement sérieux que le FBI aux États-Unis a une section spécialisée dans la recherche et le fichage des activistes anti-vivisection aux États-Unis, oui, dans le but de salir
leur combat pour tarir leur financement, c'est-à-dire les faire passer pour des moins que rien dans l'opinion. Alors en France c'est moins virulent, mais ça existe aussi. Nous sommes très surveillés parce que, si vous voulez, nous menacerions des déséquilibres industriels, économiques. Et c'est totalement faux, parce que d'abord on ferait d'énormes économies, car certaines molécules pharmaceutiques qui demandent 10 ans de travail pourraient être parfaitement être étudiées en 6 mois par les méthodes scientifiques. Et nous ferions des économies surtout en matière de sécurité sociale. Bien entendu. Puisque les tests ensuite ont des effets secondaires. Bien sûr, bien sûr. Il y a actuellement, on évalue, je crois, à 60 000 cas par an, je crois que c'est en France, je ne suis pas très sûr, de malades iatrogènes. C'est-à-dire de gens qui sont malades d'ingestion de médicaments allopathiques. Et je crois qu'il y a 20 000 morts par an, rien qu'en France, 120 000 dans l'Union européenne, et 20 000 morts de médicaments, c'est beaucoup plus que les 8 000 des accidents de la route dont on nous rebat les oreilles en permanence. Seulement les accidents de la route, c'est une chose, tandis que la pharmacie est protégée. Quelles sont les actions qui sont menées par la Ligue contre la vivisection ? Alors la première action, puisque nous n'avons pas accès aux médias, sauf avec vous et avec d'autres, ou rarement, c'est une action de sensibilisation de l'opinion. Donc une très grande partie de notre activité consiste dans l'édition d'une revue et de tracts, soit qui s'attaquent aux problèmes au plan éthique, au plan scientifique, au plan également de la pollution de l'environnement et à la menace que font peser tous les produits chimiques sur tous les biotopes de la planète. Hier, nous étions avec des personnes qui connaissent un peu la question et on revenait au rôle du plomb et de tous les métaux lourds, par exemple dans le fait que les cétacés, les mammifères marins perdent, si vous voulez, leurs repères et viennent s'échouer. Mais il y a le mercure également. Donc tous ces métaux lourds sont en train d'empoisonner à petit feu tous les êtres qui se trouvent en fin de chaîne alimentaire. Et on retrouve même, nous a-t-on affirmé, le mercure de Guyane qui sert, si vous voulez, à amalgamer l'or. Par le Gulf Stream, on le retrouve au Groenland dans le foie des ours. Comment sensibiliser les jeunes, les jeunes qui vont devenir certainement docteurs plus tard, et puis les responsables de laboratoire, justement, pour qu'ils réfléchissent un peu et qu'ils fassent en quelque sorte machine arrière? Alors ça, nous travaillons donc conjointement avec ProAnima, et nous avons des contacts avec les laboratoires et les scientifiques, et nous diffusons le plus largement possible, en fonction de nos moyens qui sont quand même extrêmement modestes, des éléments qui ont été et des actions qui ont été réussies dans d'autres pays. Alors je voudrais citer une chose qui est très intéressante pour les médecins, c'est qu'aux États-Unis, les 3/4 des écoles de médecine et des facs de médecine ont totalement abandonné les modèles animaux parce que c'était totalement idiot, bien entendu. La preuve que nous pourrions faire adopter immédiatement la directive européenne 86/609 visant à l'interdiction des tests animaux pour les cosmétiques, qui sont un domaine futile en fait. D'ailleurs, le professeur Schwarzenberg avait voté pour cette abolition au Parlement européen, bien qu'il n'était pas entièrement opposé aux modèles animaux pour d'autres choses. Mais pour des rouges à lèvres et des mascaras, il trouvait que vraiment, même lui, avec ses convictions, que c'était tout à fait déplacé. Donc, on citait le cas de Avon et Revlon, qui sont de très grandes marques cosmétiques aux États-Unis, qui ont lâché les modèles animaux depuis plus de 30 ans. Et on n'a pas vu des gens qui étaient malades à cause de cela. Donc, nous affirmons que si on maintient les modèles animaux, c'est pour pouvoir blanchir des produits dangereux. Monsieur Desmeules, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On se retrouve dans quelques instants pour terminer cette émission sur la vivisection et l'expérimentation animale. À tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous sommes de retour à Toulouse en compagnie de Monsieur Desmeules, qui est responsable de la Ligue contre la vivisection. Alors Monsieur Desmeules, où en est-on justement aujourd'hui avec cette vivisection? Est-ce que les esprits commencent à changer un petit peu de cap?
À une époque, nous avions fait poser par des parlementaires, je crois ne pas trop m'avancer, c'est dans nos revues, au moins plus d'une centaine de questions écrites. Alors, les réponses des gouvernements successifs, quels qu'ils soient d'ailleurs, étaient des ensembles kits standards, qui répondaient toujours à peu près la même chose. Oh, mais les animaux, on y pense jour et nuit, vous pensez bien, c'est notre souci numéro 1. Les laboratoires français font très attention, il y a des comités d'éthique, et le modèle animal est incontournable. Et on a même des ministres qui nous ont écrit de pareilles sottises. Alors le modèle animal n'est pas du tout incontournable, non seulement il est criminel, et il est dangereux pour l'ensemble de l'humanité, et pour l'ensemble des mondes vivants. Pourriez-vous en quelques mots nous parler des avancées qu'a obtenues justement votre association, la Ligue contre la vivisection ? Alors on reproche parfois au milieu associatif français, gaulois, d'être un peu divisé. Ça n'est pas exact. La seule chose, c'est qu'il y a des spécificités. Vous avez des associations qui s'intéressent, par exemple, au problème des animaux d'abattoir, d'autres au végétarisme, d'autres à la protection des mammifères marins, etc. Donc, lorsque il y a des campagnes qui intéressent un certain nombre d'associations, nous ne fusionnons pas, mais nous faisons front. Et c'est ainsi que nous avons réussi, avec plusieurs associations, à empêcher la création d'un super élevage de primates à Holsheim, en Alsace. Malheureusement, alors là, ça a été, si vous voulez, vraiment une levée de bouclier d'associations qui n'étaient pas toutes spécialisées dans notre domaine, mais il y a eu vraiment une fraternité de combat qui s'est faite. Malheureusement, ce projet a de nouvelles métastases en Catalogne, ayant été éjectés, si vous voulez, de l'Europe du Nord. Ils essaient de se reconstituer à Camarles, et donc actuellement la lutte est ouverte pour les gens du delta de l'Èbre, ne veulent pas non plus de ça chez eux. Donc là, si vous voulez, on a donc fait front. Nous avons fait aussi échec à un projet d'élevage de beagles dans l'Indre, d'une boîte américaine, Marshall Farm. Et là, nous avons, si vous voulez, mobilisé des parlementaires, des ecclésiastiques, des gens de laboratoire. On a montré que les élevages de chiens pouvaient être aussi un danger très important à cause du kyste hydatique dans une région d'élevage et dans une région inondable à sous-sol imperméable. Et finalement, on a fait aussi casser ce problème. Et on travaille également au niveau législatif. Actuellement, nous avons 235 000 signatures, je crois, pour la modification du décret 87-848. Mais curieusement, nous n'arrivons pas à être reçus ou à pouvoir remettre ces pétitions au Premier ministre, parce que nous sommes non grata. Donc on va travailler là-dessus. Il n'y a pas de raison qu'une pétition aussi importante ne puisse pas être reçue, dans la mesure où la pétition est un acte parfaitement légal. Le problème, c'est qu'on écoute rarement ou on fait la sourde oreille justement aux appels des Français. C'est souvent le cas. Le problème de nos démocraties ou fausses démocraties, c'est pas un procès d'intention globale, mais c'est qu'à partir du moment où les gens sont élus, ils ne sont plus contrôlables. Et en France, vous avez un phénomène qui est très curieux et qui étonne bien nos lycéens. On nous expliquait, vous comprenez, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais en fait, le gouvernement, en quelque sorte, dispose presque, peut-être pas du pouvoir judiciaire, mais du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, puisque les députés et les sénateurs ne peuvent pas faire de projet de loi, ils ne peuvent faire que des propositions. Et si le gouvernement n'accepte pas une proposition de loi, comme celle qui avait été faite de la création d'une commission nationale des méthodes substitutives par monsieur le député François Darcourt, le bureau de l'Assemblée refuse. Sauf quand ça arrange une partie, si vous voulez, des intérêts, comme par exemple le lobby de la chasse, qui lui a réussi à faire passer un cavalier législatif en faveur des chasseurs, qui pourtant ne représentent que moins de 5% de la population. Alors est-ce qu'il y a actuellement des projets qui tournent autour de votre association, des interventions, des stratégies que vous souhaiteriez mettre en place ? Notre problème numéro 1, alors nous travaillons, oui ça il faut le dire, nous travaillons aussi en liaison avec une association européenne qui s'appelle Interniche,
qui a mis au point pratiquement toutes les méthodes d'enseignement du vivant sans animaux. Donc à la fois aussi sur le corps humain, c'est aussi bien que sur les mammifères, pour que on puisse, si vous voulez, à partir de la reconnaissance par l'Union européenne de l'objection de conscience à la cruauté, enseigner la biologie sans cruauté. Donc nous représentons cette association en France et nous diffusons donc des cassettes, des disquettes, des programmes qui permettent de faire de la biologie sans tuer ni torturer. Est-ce que vous souhaiteriez faire un appel sur l'antenne de Fréquence Évasion, justement à destination des auditeurs qui nous écoutent actuellement, pour qu'ils puissent vous aider dans vos actions ? Alors, nous manquons, si vous voulez, d'un certain nombre de spécialistes, notamment en communication, puisque nous sommes pratiquement interdits de télévision, sauf des occasions exceptionnelles. Bon, nous faisons des radios également, de temps en temps, et nous avons besoin de cadres jeunes et de gens compétents dans des domaines pointus. Par exemple, nous n'avons pas de spécialistes en économie. Nous voudrions pouvoir éplucher les comptes de la nation, voir les budgets de la recherche. On aurait besoin de juristes également. Mais on a aussi besoin de gens de terrain, parce que le renseignement, si vous voulez, est la base de notre action. Chaque fois qu'il y a violation flagrante, même de la législation sur la vivisection, nous essayons d'agir, puisque nous disposons de délégations régionales. Et en fait, ce dont nous manquons le plus, c'est d'argent. Parce qu'en plus, nous avons de grosses difficultés avec l'État, car les préfets s'arrangent en invoquant une loi qui est caduque, s'arrangent pour que nous ne touchions pas nos héritages, parce que nous ne sommes pas reconnus d'utilité publique. C'est un moyen de museler les associations qui, si vous voulez, ne sont pas dans la pensée officielle. Et heureusement, il y a un texte qui nous permet de toucher nos héritages, mais c'est extrêmement difficile. Chaque fois, ce sont des recours. Donc, on manque à la fois de cadres, on manque de gens de terrain, de communication télévisuelle et naturellement d'argent. Ça, c'est très clair. Alors, comment devenir membre de votre association et la soutenir financièrement ? C'est très simple, il suffit d'adhérer, de s'abonner, et pour ceux qui le peuvent, de faire des dons au cours de l'année. Il y a des personnes qui sont le noyau dur de notre association, qui nous envoient de l'argent tous les bimestres, tous les trimestres, ou une fois par an. Et je crois que le meilleur vecteur, c'est notre revue, qui se veut être non seulement un organe de communication, mais surtout un organe de travail, un outil de travail. Ce qui permet, si vous voulez, de suivre des dossiers sur le long terme. Eh bien, Monsieur Demeul, nous sommes un peu pris par le temps, hein. Nous sommes à la radio, mais nous souhaiterions bien vous revoir une autre fois dans le cadre d'une autre émission à thème, et pour pouvoir vous aider, vous soutenir dans vos actions ici à la Ligue contre la vivisection. Eh bien, je vous remercie. Et je crois que de toute façon, nous sommes déjà vainqueurs. Mais on voudrait pas, si vous voulez, que ce délai soit trop long, parce que je rappelle ce chiffre, de 1000 animaux torturés scientifiquement à la minute dans le monde. C'est vraiment dramatique et il serait temps de prendre conscience. Alors, nous allons pas nous quitter sans donner les coordonnées de l'association afin que les auditeurs de Fréquence Évasion puissent vous contacter et obtenir les renseignements nécessaires pour participer, pour vous aider, pourquoi pas, pour s'informer donc concernant cette torture animale et cette vivisection. Alors le siège, LFCV, Ligue française contre la vivisection, 84 rue Blanche, 75 009 à Paris. Il y a également l'antenne de Toulouse pour nos amis du sud de la France et plus exactement en Midi-Pyrénées. Oui, ça c'est le bureau du président. Bon, mais de toute façon, tout le courrier qui vient à Paris est ensuite dispatché vers les différentes délégations. Eh bien, merci, au revoir et à bientôt. Je vous remercie infiniment de votre ouverture. Vous écoutez Fréquence Évasion partout dans le Grand Sud, entre Menton et Toulouse. À très bientôt pour une autre émission sur la défense animale. Fréquence Évasion.